Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Denis Jacquet, diplômé d'HEC multi-entrepreneur. Il est le fondateur de Parrainer la croissance. Et de multiples entreprises et autres mouvements. Je citerai Day One, l'observateur de l'ubérisation, Top Crime aussi, une sorte de Netflix des conférences professionnelles. Bonjour Denis Jacquet. Qu'est-ce qu'il a fait comme chose dans sa vie, ce Ah garçon? bah oui, écoutez. Et puis vous commentez aussi Mais grâce à vous, parce que l'actualité. je me lève tôt le matin, du coup. Ah bah ça c'est le principe, la radio, vous savez, hein, Ouais. c'est 60% de l'audience avant 9h. Exactement. Voilà. Et aux États-Unis, c'est sans doute la même chose Oh, où c'est vous vivez. Hein. Partout pareil. Alors, ce qui est intéressant, Denis Jacquet, c'est que vous vivez entre New York et la France, l'Europe et les États-Unis. Et régulièrement, en tout cas pour ceux qui écoutent Radio Notre-Dame, vous venez commenter l'actualité économique. Et récemment, on a eu le rapport de Mario Draghi qui souligne la différence nette entre l'État de l'Union européenne et les États-Unis, et la Chine d'ailleurs, ce décrochage. Donc, on va se poser la question de savoir si nous sommes en train de décrocher, si vous le percevez, et si aux États-Unis, ce sera ma première question, vous percevez que les États-Unis prennent de l'avance sur nous. Alors, c'est plus une avance, c'est stratosphérique. C'est comme aujourd'hui, en gros... Bon, Quand je dis nous, c'est l'Union européenne. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait le monde aujourd'hui et demain? C'est principalement l'investissement technologique. Donc, c'est la data, c'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est l'espace. Tous ces sujets vont assurer la domination à ceux qui les maîtrisent pour les décennies, voire plus. Bon, je préfère pas avoir une boule de cristal. Et après, il y a des chiffres qui parlent très facilement. On investit 6 fois moins que les États-Unis, 3 fois moins que la Chine, et ça déjà depuis au moins 5 ou 6 ans, voire un tout petit peu plus. Donc le décrochage, il est déjà très clair. Alors il est d'une double nature. Un, bien évidemment, tous les champions de cette nature vont être chinois, ils vont être américains, mais certainement pas européens. Le deuxième, c'est une victoire du risque et de l'investissement. Il est aux États-Unis, il est en Chine, il n'est pas chez nous. Et souvent puis, avec l'épargne européenne. Bien sûr. Et la défaite, elle est celle de l'Europe qui renouvelle des dirigeants comme Ursula von der Leyen qui ont quand même marqué leur territoire en n'abordant pas ces sujets une seule fois. Alors elle a dû parler 353 000 fois de l'Ukraine pendant son séjour qu'on prolonge, parce qu'en Europe on aime bien prolonger les gens sur leur incompétence. Plus c'est incompétent, plus ils ont le droit de durer. On avait prolongé le Breton, qui a été juste la plus grande déception qu'on puisse imaginer, donc qui démissionne, c'est plutôt une très bonne nouvelle. De Breton est arrivé fracassant avec un gros tambour et dire moi, sous mon règne, puisqu'on connaît l'ego de Thierry Breton, hein, son ombre est plus grande que lui-même, et grosso modo, c'est les PME vont être un sujet fondamental, parce qu'on sait que c'est le maillon faible de l'Europe et particulièrement de la France. Bon. Zéro message, zéro mesure, zéro réflexion sur les PME. Sous mon règne, je sors d'Atos avec le succès qu'on connaît, puisqu'une large partie de la faillite d'Atos lui est quand même très attribuable quand on sait ce qu'il a empilé pendant un année comme acquisition assez peu raisonnée. On va parler de technologie. Résultat, on n'a toujours pas... Et que Mario Draghi arrive avec un bilan que nous, on fait déjà depuis 10 ans en expliquant ce qu'il faudrait faire, dire, pas besoin de Mario Draghi, hein, vous demandiez à peu près la communauté d'entrepreneurs qui m'entoure depuis 10 ans en France, le rapport de Mario Draghi, on pouvait vous l'écrire en 10 lignes, et même en une seule, l'Europe n'a pas compris les sujets du futur. Pourquoi ? Pourquoi ne comprend-elle pas, alors qu'il y a des personnes avisées, il y a des personnes diplômées, il y a des personnes aussi compétentes qu'aux États-Unis? D'abord parce que ces dirigeants sont là pour se faire mousser, que l'IA, ça fait pas mousser dans les chaumières. Quand vous parlez de grands sujets, l'Ukraine, le Davos, les dirigeants, la politique, là, forcément, vous parlez dans tous les journaux de 20 heures, de France, de Navarre, d'Italie, d'Allemagne, etc. Vous parlez d'IA. Qui s'intéresse l'IA? D'abord, personne ne la comprend, on ne sait pas comment ça marche, pourquoi il faut investir autant, pourquoi est-ce que l'échelle d'investissement, c'est en centaines de milliards et non pas en millions. Bon, donc ça, je pense qu'il y a une première raison. La deuxième, c'est que les États-Unis sont même du côté de la politique faits de beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs, d'avocats d'affaires, de gens qui connaissent ce truc. Et du côté de la Chine, 70% du Parti communiste sont des ingénieurs. C'est des gens qui ont été formés à la technologie, qui la comprennent, qui la connaissent et qui savent à quel point c'est un outil de domination du monde et surtout de croissance économique. Donc c'est... Pour moi qui ai fait l'observateur de l'ubérisation, on m'appelait au Sénat, à l'Assemblée nationale, on me disait écoute, on nous propose de voter une loi sur le digital. Denis, tu peux pas nous dire un peu ce qui se passe? En fait, on a des consignes de vote du parti droite ou gauche, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on vote. Bon. Donc du coup, les 3/4 de notre classe politique ne comprend pas le sujet. Donc et puis le sujet de l'Allemagne, c'était encore l'automobile, les grands secteurs qu'on pourrait presque qualifier de régaliens en termes économiques. C'est tout ce qu'a fait la grandeur de l'Europe, et magnifiquement, elle l'a très très bien fait. Mais sur le virage technologique, elle a juste oublié. Donc dans le monde aujourd'hui, l'Europe
continue à investir à part égale avec les États-Unis et la Chine sur le non technologique. Là, on reste très bon, sauf que ça s'écroule et ça disparaît. Mais sur tout ce qui fait la valeur ajoutée du monde demain, on n'y est pas. Donc, incompréhension, politisation qui fait que c'est pas très vendeur à l'extérieur sur les micros et les antennes, et on n'y va pas. Le gouvernement allemand, Denis Jacquet, s'est engagé avec des investisseurs privés à travailler ensemble pour injecter des milliards d'euros dans le financement de jeunes pousses, des startups au cours des prochaines années. L'initiative a été co-signée par un certain nombre d'acteurs, des jeunes entreprises qui ont besoin de meilleures options de financement. Donc ça rejoint peut-être l'idée de capital risque qui fait défaut à l'Union européenne. Ça, c'est l'Allemagne qui a pris cette décision. Alors on a juste l'idée que des milliards seront injectés. On n'a pas plus, mais c'est déjà peut-être un signe, un frémissement. Macron, quand il est arrivé, a dit voilà, la France va être une start-up nation, donc on va investir massivement dans les start-up. Il a donné quelques dizaines puis centaines de millions à la BPI pour faire le boulot qu'elle a pu faire avec l'argent qu'elle avait. Pour vous donner une petite idée, au Moyen-Orient, je crois que j'ai un doute sur Abu Dhabi ou l'Arabie Saoudite, est en train de monter un fonds de 100 milliards de dollars pour l'intelligence artificielle, juste pour l'intelligence artificielle. Dans le même temps, en France, Macron, il y a 2 ou 3 ans, a annoncé un plan qui allait nous propulser sur la ligne de 500 millions de dollars. 500 millions pour la France, l'Arabie Saoudite qui a quoi 1 million, 2 millions, 3 millions d'habitants, fait 100 milliards. 100 milliards, c'est l'échelle à laquelle on pourrait éventuellement espérer rattraper les autres et qu'il faudrait investir sur les 5 prochaines années massivement. Donc, les startups, c'est très joli. 11 sur 12 meurent dans les 5 années qui suivent. Donc il faut, parce que plus il y en a à l'entrée, plus il y en a à la sortie. Mais ce qu'il leur faut après, c'est de l'argent pour le 2e tour, le 3e tour. Après, il leur faut toujours plus. On a Mistral IA chez nous, dont vous avez entendu parler, qui est un peu notre licorne sur l'IA. Par ses contrats et ses partenariats, elle est déjà à moitié américaine, notamment avec Microsoft. Elle sera vraisemblablement rachetée par des Américains relativement rapidement. Elle n'aura plus rien de français très rapidement. Donc, on n'est pas à l'échelle de l'investissement. Et le problème, ce n'est pas d'investir dans les startups, on le fait tous. C'est d'investir dans les startups avec une valorisation forte, ce que l'on ne fait pas, avec des risques forts et pour qu'elles soient internationales, ce que l'on ne fait pas, et surtout avec la capacité de dire « Ah oui, mais alors, dans un jour, 2 jours à l'échelle de l'entrepreneuriat, dans 1 an, dans 3 ans, vous aurez besoin de 100 millions, vous aurez besoin de 100 milliards, vous allez les trouver chez nous. » À chaque fois qu'elle se tourne vers la porte de l'investissement, au bout de 2 ou 3 ans, en cherchant ces sommes, ah, zut, il n'y a pas d'Européens pour financer ça. Donc, on n'est pas à l'échelle. Donc, on a une très forte créativité. Il y a plein de startups fantastiques dans tous nos pays, mais Berlin investit déjà dans les startups depuis plus de 15 ans. Il y a des incubateurs formidables à Berlin depuis longtemps, mais on n'a pas juste besoin de nombreux petits nains, on a besoin de beaucoup plus de géants, et ça, on ne sait pas les financer. Alors justement, qu'est-ce qui manque à l'Union européenne, aux pays de l'Union européenne, pour arriver à déclencher en fait ce qui fait la suprématie américaine? Alors, il y a effectivement plein d'éléments. Le premier, c'est vraiment la notion de risque. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays dirigé par le principe de précaution. Donc déjà, oulalalala, pas de risque, toute la sécurité. La sécurité, c'est juste le principe que vous ne pouvez pas respecter quand vous voulez une nation qui... Donc, la prise de risque, voilà, sortie le principe de précaution, rien que psychologiquement, il faudrait le supprimer de notre constitution, mais ce font partie des mots qui doivent disparaître du vocabulaire européen. La deuxième, c'est l'échelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites l'intelligence artificielle, ça devrait être au moins un sujet qui unit tous ces pays qui sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit depuis que ça existe. Les gars, vous voulez dominer ou vous voulez être dominé? Bon, ah ben écoutez, manifestement, on veut être dominé. Bon, bah continuez comme ça. Donc, ah bah oui, mais là, j'ai piqué 13 milliards à Apple parce que je lui ai repris 13 milliards d'impôts en Irlande. Ah là, je viens de piquer 2,5 milliards à Google, c'est génial. Donc, on devient le pays asservi au niveau de l'intelligence artificielle notamment, mais qui se gargarise d'aller récupérer de l'argent qu'il n'a pas su créer lui-même. Enfin, je veux dire, c'est pratiquement Robin des Bois, mais très, très, très mauvaise version. Mais pas ni vous ni moi, on irait voir ce mauvais film au cinéma, ou en tout cas, pas si on paye la place. Bon. Donc, du coup, il n'y a pas d'unité sur ces thématiques-là. On voit bien que les thématiques au sein de l'Europe, ils sont essentiellement réglementaires. L'Europe régule, alors ça, champion du monde de la régulation, fantastique. Et puis surtout, elle ne sait pas s'unir sur un destin commun. Donc c'est juste hallucinant qu'il n'y ait pas des politiques qui se disent « mais ça, on ne peut pas prendre autant de retard ». Alors maintenant, on dit
peut-être qu'on va essayer de faire avec le quantique ce qu'on a raté avec l'intelligence artificielle, mais il est déjà trop tard. On n'a pas les marchés, on n'a pas les investisseurs. Et puis ensuite, il y a des mesures, on travaille sur une mesure, alors elle n'est pas très populaire, mais aux États-Unis, vous voulez changer de modèle, c'est-à-dire votre modèle ne marche plus. Vous dites, bon, je suis désolé, là, je vais licencier 20 000 personnes en 48 heures. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Désavantage, c'est très brutal. Avantage, en général, les gens à ce niveau-là, dans les grandes boîtes technologiques, en 48 heures, ils ont retrouvé un job. Allez, dans le pire des cas, 2 mois plus tard, ils en ont retrouvé un. Puis c'est peut-être à l'autre bout des États-Unis, mais ils en ont retrouvé un. Chez nous, le plan social va déjà prendre 6 mois. Ça coûte juste une fortune. On a analysé l'impact du non-licenciement rapide de cadres, pas des gens à 600 € par mois qui crèvent déjà un petit peu la dalle aux États-Unis comme ailleurs, mais vraiment des gens qui sont... L'impact, il est clair, c'est une différence de 5 à 7% de taux de rendement des fonds d'investissement entre ce qui est investi aux États-Unis et ce qui est investi en Europe. Les gars, ils regardent, ils disent, on investit où? Chez des Européens qui ne comprennent pas les sujets ou chez des Américains et des Chinois qui, eux, l'ont compris. Et en plus, ça nous rapporte 5 à 7% de plus sur les 5 ans où on investit. Mais ils vont investir là-bas, bien évidemment. Rien que cette petite mesure de pouvoir licencier en 48 heures des gens qui sont au-dessus de 5 000 € de salaire, ce qui n'est pas dramatique, ils vont s'en remettre et ils vont trouver un job, ça a déjà un impact colossal sur la notion du risque. Donc voilà, c'est une mesure parmi tant d'autres, elle n'est pas facile, elle n'est pas populaire, mais le problème c'est qu'il faut du courage pour la prendre et le courage n'est pas la vertu principale aujourd'hui chez les politiques européens. Il est 7h43, le grand témoin de Louis Dauphren et Denis Jacquet. Estimez-vous que le gouvernement Barnier peut s'atteler à ce type d'initiative quelque peu disruptive ou est-ce qu'il est totalement prisonnier de logique politique interne à la France ? Je ne voudrais pas être Michel Barnier, mais quand vous êtes en fin de parcours et que finalement, c'est votre dernier miles avant la retraite, même prendre des coups tous les jours pendant le temps que ça durera, parce qu'on sait tous que le scénario dans lequel le président déciderait à un moment donné de quitter sa fonction n'est pas complètement exclu avant 2027. Donc vous êtes un punching ball, vous avez accepté l'idée, vous avez été un grand commis de l'Europe auquel on attribue la négociation du Brexit. Bon, c'est sûrement un très bon négociateur, etc. Mais si vous voulez, aujourd'hui, attendre dans cette période où on n'a plus d'argent, où on est victime du quoi qu'il en coûte, qu'on paye chèrement et de la politique Covid totalement délirante qu'on a eue en France, aujourd'hui, les milliards qu'on a investis dans cette hérésie totale, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on vient de battre le record de 30 ans des défaillances d'entreprises en France. Même Ouest France, en 30 ans, ne l'avait pas fait. Elle a fait sa couverture sur les défaillances d'entreprises. C'est presque la première fois qu'un quotidien régional, en 20 ans, fait sa couve sur les défaillances d'entreprises. Vous vous rendez compte que c'est 163 000 entreprises de 10 à 150 salariés qui licencient des gens sur les territoires aujourd'hui. En dehors de Paris, c'est des gens qui ne retrouveront jamais un emploi. Donc Barnier, il arrive dans un cloaque avec des gens qui vont parler de politique, qui vont s'affronter sur des sujets complètement... Alors la retraite, vous me direz, c'est pas superficiel, mais la façon de l'aborder est totalement superficielle. Hier, je dînais avec des députés que je ne citerai pas, qui me disent, mais effectivement, je leur dis, vous avez quand même, moi je ne vote pas RN, mais vous avez volé l'élection au RN. Oui, on en est conscient. Vous auriez pu quand même leur filer une ou deux commissions à l'Assemblée nationale, parce que les gens en 2027, ils vont s'en rappeler qu'ils se sont fait voler leur élection. Bon. Mais oui, mais en réalité, le RN a voté pour les présidents de commission de la LFI. Donc, quand on est arrivé à ce niveau de débilité, il y a quand même un problème de personnel. Donc, Michel Barnier va essayer de concilier les uns et les autres pour pas que le gouvernement saute et une motion de censure tous les 10 jours. Vous avez un cloaque entre la gauche qui pense qu'elle a gagné les élections, qu'elle a en réalité perdu. La majorité de l'Assemblée nationale aujourd'hui, elle est à droite, elle n'est pas à gauche. Et vous avez un président qui va essayer de se maintenir bon an mal an en jouant un petit peu les arbitres et les marionnettes. Qu'est-ce que vous pouvez attendre dans une situation d'endettement massif d'un Premier ministre? Et alors, si vous parlez à Michel Barnier d'intelligence artificielle, je peux vous assurer que la conversation va être très courte. Donc, vous allez vite pouvoir passer sur un autre sujet. Donc, bon, non, il n'y a aucun espoir de ce côté-là. Et l'impasse totale. Comment faire en sorte, Denis Jacquet, que des personnes qui réfléchissent à demain et qui donc se projettent, et on a besoin de ça, comment se fait-il qu'il y a une sorte de marche infranchissable vers le milieu politique? Soit elles ne désirent pas y aller, soit elles ne sont pas sollicitées. Et donc, on se retrouve dans une sorte d'impasse totale, c'est-à-dire où on a une sorte de monopole du monde politique par certains qui le préemptent totalement, et puis des personnes compétentes ou innovantes qui restent en dehors du cercle de la décision. Moi, comme tout le monde, je me rase le matin et on pense à certaines choses. Bon, je vis aux États-Unis, mais je regarde la France et
quand vous êtes un citoyen français, que vous soyez en France ou à l'étranger, que vous regardez ça, enfin, quand je vois la LFI, honnêtement, vous avez envie de vomir. Enfin, je veux dire, c'est l'autre jour sur une autre antenne. Mais vous avez dit à l'instant, finalement, LFI ou RN, d'une certaine façon, non, mais ils se tiennent dans un système commun. Bah, le RN est incompétent, la LFI est hargneuse, c'est encore pire. Quand on voit. Mais comment on sort de ça? On sort de ça de deux façons. Il faut effectivement que les gens, y compris comme moi, qui y réfléchissent de temps en temps, se disent qu'à un moment donné, il faut aller faire un hold-up politique et effectivement former une force qui se présente en France avec, et pas seulement juste en pensant à l'économie, parce que tous ceux qui pensent qu'on gère le pays comme une entreprise, moi j'aimerais le penser comme entrepreneur, mais c'est juste faux, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut, vous avez raison, il faut que la société civile se réveille, qu'elle aille prendre le pouvoir, qu'elle fasse un hold-up et... On l'a essayé par le temps passé, mais vous pourriez avoir des surprises dans les mois qui viennent. Ah bon? Bon, donc il y a des gens qui y travaillent, qui y pensent, qui réfléchissent, parce qu'on se dit, à un moment donné, il faut pouvoir y aller. Donc il faut essayer d'être dans une situation, quand on est entrepreneur, de pouvoir se mettre à l'écart de son entreprise pour aller à la fois dans une campagne où vous prenez des coups et éventuellement, si vous gagnez, de pouvoir se mettre 5 ans. Donc c'est malheureusement pas donné à tous. Donc il faut trouver des profils de cette nature-là. Et ensuite, n'oubliez pas qu'il y a juste un exemple, les 500 signatures, c'est juste le plus grand scandale antidémocratique qu'on puisse inventer dans une démocratie. Si vous n'avez pas les voix des maires, même si la moitié des, 40 millions des Français disent « je veux que vous vous présentiez », s'ils ont les 500 signatures ne sont pas là, vous ne pouvez pas les avoir. Donc tout le monde a proposé des réformes en disant « les maires ont le droit à 3 voix, 1, 2 et 3 », et dès que les grands partis ont obtenu leur quota, hop, les voix peuvent passer au deuxième. Si vous n'imaginez même pas les chantages que font les partis aux maires pour dire attention, si tu donnes ta voix à quelqu'un d'autre, puisqu'il a le droit de la donner une fois, tu sais, tu es dans la petite commune, là, moi je dirige la communauté de communes, donc tes subventions, ton appartenance au parti. Bon. Donc du coup, chantage et verrouillage sont les deux mamelles du système. Donc du coup, tout est fait pour protéger l'incompétence et la garder à l'intérieur de ses murailles. Donc quand on arrivera à faire sauter ça, on est nombreux à réfléchir à changer un peu les choses.